Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, de retour. Même si je n'ai pas trop fait énormément de vidéos à présent, car vu comme j'ai dit, vu comment je veux, on va dire, faire ce qui me semble, on va dire faire moins en moins de vidéos par jour, vu comment avec 300 et des vidéos, voilà. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus, si ce n'est que, bien sûr, les pay-per-view, j'en ferai en review. Et même les DVD à venir. Hein. Croyez-moi, bien sûr, ce sera à venir. Et concernant le Clash of the Champions de Best of WCW, j'ai dû le retirer parce que, selon Mister, voilà, est bloqué. Parce que lui il dit bloqué, mais moi je dis que l'image bug. Et que il faut que je le regarde pour mieux être attentif et citer les matchs. Parce que tant que je ne regarde pas attentivement, je peux pas, on va dire, vous dire clair et net. Et que c'est un peu ça mon seul problème. Si je regarde pas énormément beaucoup et que je vais à gauche à droite sans réfléchir, c'est peut-être pour ça que j'oublie la plupart des bons spots que je regarde dans ce DVD. Donc pour ça, il faut que je le recommence parce que il a été buggé. Et que je le ferai. Ne vous en faites pas pour ça. Même si je sais que vous vous inquiétez pas pour ça. Mais qu'il y en a un qui s'affole pour rien. Mais que quand il me laisse des réponses... Alors là, il m'avait posé pas mal de réponses qui est assez évident et que j'ai déjà dit dans la plupart de mes vidéos que en dehors du catch, j'adore autre chose, parce que c'est vrai, j'adore autre chose que du catch. Et que, encore une fois, c'est des questions qui méritent être un FAQ. Rendez-vous compte, ça c'est des questions qui mériteraient d'être un FAQ. Et que je veux bien faire un FAQ, mais s'il y a personne qui me dit grand chose, voilà, j'ai pas envie de me forcer à en faire un FAQ tout seul sans peu de réponses. Voilà. Et que, voilà, j'invite les plus téméraires et les plus vaillants à le faire. Si vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai mes méthodes pour faire mes vidéos au KLM. Et que, voilà quoi. Si ma spécialité c'est les reviews, parce que oui, je suis une machine à review, je ne m'en cache pas du tout. Et que vous le saviez désormais. Et que je vais vous montrer le pay-per-view en question. Donc Fastlane 2015, Roman Reigns et Daniel Bryan qui s'affrontent en main event. Un show qui a été la seule édition peut-être à avoir fonctionné. Et qu'après il y en a eu d'autres éditions de Fastlane. Mais pas mal, ouais, pas mal. La carte du match. Et là, en exclusivité, kick-off. Miss TV avec Polyman. Donc je crois qu'il pose pas mal de questions à Polyman. Qui serait, on va dire, l'heureux élu d'affronter Brock Lesnar? Est-ce que c'est Daniel Bryan ou Roman Reigns? La question semble évidente. Vous avez compris pourquoi. Et que c'est vrai qu'on regrette pas mal Daniel Bryan n'a l'avoir jamais remporté le Rumble. Lui qu'on aimerait bien le voir remporter. Mais que ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait et c'est décevant en tant que fan. Mais après, en tant qu'une édition de WrestleMania, il était bon. Il était vraiment bon. Il y en a qui me diront un peu mieux que le 30, mais sinon, il est quand même énorme. Je vous le cache pas. Et que ce DVD-là, il est en anglais. C'est à cette période où ils sortent les DVD en anglais. Tandis qu'à la télévision, c'est en français. Oui. Commenté par Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Dans toute la francophonie. Et que, si je crois bien, 2015, c'était... 2014 ou 2015, c'était l'arrivée du network. Donc à ce moment-là, le network a changé carrément notre façon de regarder du catch.
et que ça suit jusqu'à aujourd'hui, car la technologie évolue, et que pas mal de choses ont changé, surtout du côté du roster, et qu'on essaye de créer un minimum plus de stars. À partir de là, on comprend à quoi ils veulent en venir, et d'ailleurs, ils l'ont fait. Peu importe est-ce que le produit est bon ou pourri, ça reste à débattre. Voilà. Ensuite, The Bella's Era Unstoppable. Donc, l'ère Bella est inarrêtable. Ouais, donc, c'est eux qui dominent la division féminin et que oui, dure 3h08. Et que je vais vous citer les matchs. Alors, il n'y a pas, si je crois bien, attendez, il n'y a pas d'un match hors carte. Là, c'est vraiment la carte principale pure et dure. Donc, match à 6 par équipe. Donc, l'autorité. Donc, équipe composée de Seth Rollins, Big Show et Kane. Contre l'équipe des Face, Dolph Ziggler, Eric Rowan et Ryback. Et que pour l'autorité et J&J Security, ils sont toujours accompagnés par eux. Et que oui, je me rappelle que lorsque on était presque au début de fin d'année de 2014 et que Seth Rollins forçait John Cena à faire revenir l'autorité. Donc pour ça, il a dû, on va dire, prendre Edge en otage au centre du ring, alors que Edge ne peut plus, on va dire, catcher, à cause, vous savez bien, de sa blessure à la nuque, et qu'il utilise cette manière pour faire revenir l'autorité. Et du coup, John Cena, il n'a pas eu le choix de dire qu'il acceptait de faire revenir. Ça a été une grave erreur de sa part, car par la suite, ses partenaires dans la team Cena, ils se font virer. Donc Ryback, Eric Rowan, Dolph Ziggler se font virer jusqu'à ce que... Attendez, jusqu'à ce que... Au début d'année 2015, parce que ça j'aurais dû en parler, John Cena affronte le Big Show, Kane et Seth Rollins, tout seul. Et qu'on croyait lui en tant que perdant. Mais c'est là où Sting fait une distraction pour distraire l'autorité et de faire avoir l'autorité à leur propre coup. Ça a permis à John Cena de remporter le match et qu'après, un autre voulait se faire Seth Rollins, Brock Lesnar. Et évidemment, il en a fait du petit bois, que ce soit que la J&J Security, Seth Rollins, mais surtout celui qui va prendre cher à la fin, Big Giant Babs, donc le plus grand géant débile dans le catch, quoi. Vous savez bien que je parle Big Show. Jean-Michel Hilton. Voilà. Donc, ils sont réengagés. Et de quoi de mieux de se faire engager, d'essayer de battre l'autorité. Donc, ils s'affrontent, ils s'affrontent, ils s'affrontent. Il s'est passé énormément, un peu de trucs. Je vous le garantis, c'est un peu passé de trucs. Mais que peut-être, qu'on s'attendait peut-être une victoire des Face, donc des gentils. Ziggler, Rowan, Ryback, et que lors de 2014, fin d'année 2014, on pensait que peut-être que 2015 serait l'année de Ziggler, qui pourrait avoir au moins une chance au titre, peut-être pas par Lesnar, mais par un autre, celui qui aura réussi à détrôner la bête, et que finalement, il va beaucoup tourner en rond, il va tourner dans les oublis, alors que, voilà, il a survécu au Survivor Series 2014, on lui donne pas sa chance. C'est quoi ce connerie? Et qu'après on sait bien que lors de 2016 jusqu'à 2021 ou 2022, il va un peu tourner heel et après tourner face. Donc sans grande surprise, pour moi c'est victoire de l'autorité, car si je me rappelle bien, lorsque Seth Rollins fait une distraction, le Big Show, il fait un KO punch sur Dolph Ziggler, et ça a permis à Seth Rollins de faire un curb stomp et de remporter le match. Voilà. Il remporte le match pour son équipe. Et après, il pensait être tranquille, mais ça a créé le retour de Randy Orton, qui décidait d'attaquer l'autorité, et que pendant des semaines, il va jouer un double jeu. Oui, il va jouer un double jeu. Il avait prédité ce double jeu pour
pour mettre en PLS l'autorité. Voilà. Donc il va jouer sous ce terrain-là. Et que ce match-là, allez, pour ce match-là, je lui mets un 3,5 pour ce match-là. Un match fratricide, cette fois-ci. Frère contre frère. Goldust contre Stardust en tant que Cody Rhodes. Mais ça, vous le savez bien. Alors oui, il y a une petite histoire comme quoi... ils étaient passés heal. Ils étaient passés heal un premier temps. Et que c'est un peu Stardust qui décidait de faire son bonhomme de chemin en jouant un type qui vient d'une autre galaxie et qu'il est assez fou dans sa tête et qu'il a la fâcheuse tendance de faire comme un chat en faisant tout le temps. Donc on va dire un genre de clé de geste radiment. Et que on sait bien que ça n'a pas, on va dire, beaucoup de succès avec Stardust, car on sait bien que lors de l'année 2016, eh bien, il va quitter le monde du catch pour aller à catch à la Ring of Honor, TNA, NJPW et un peu partout, même à la PWG, donc ça je sais directement sur Cody Rhodes, et que ça avait, on va dire, une petite histoire personnelle entre les deux, vu comment ils ont le même père et que leurs pères ne veulent pas voir ses fils se déchirer. Et en plus, le pauvre Dusty, il va décéder cette année, en 2015. Car je sais bien que c'est lors de Money in the Bank 2015 qu'ils vont annoncer comme quoi il est décédé. Et par la suite, Cody ne va pas s'en remettre de son run en tant que heel, alors qu'il est pourtant excellent, à cause de ce personnage qui est assez dérangeant, presque au niveau du ridicule, je vous cache pas. Tandis que Goldust, il va pas mal mettre les catcheurs en avant, et qu'il va un peu jobber par la plupart des catcheurs. Et que ça s'enchaînait des prises surprises. Et dire que lors de la création de la AEW, ils vont nous sortir un 5 étoiles. Non, non, non. Lors de Double or Nothing 2019, ils nous ont sorti un 5 étoiles, tandis que là, c'est loin d'être la perfection. Et pourtant, ils essaient de nous produire du bon contenu en termes de match. Et que lorsque on a en face... frère contre frère, même si on sait que Goldust est le demi-frère de Cody Rhodes, mais qu'il considère quand même comme son frère et comme un membre de sa famille, bien sûr, et que peut-être que vous attendez une victoire de Stardust, et bien finalement, c'est victoire de Goldust, car il arrive à surprendre son jeune frère, mais après, Stardust n'a pas dit son dernier mot, il fait sa prise finish, le Crossroads, et qu'après, si je crois bien, il y aura un scènement en coulisses entre Cody et Dusty. Donc Dusty, c'est le père de Cody. Où Stardust dit Cody Rhodes est mort et que maintenant, il faudra dire bonjour ou bonsoir à Stardust. Charmant. Ouais, vraiment charmant. Bon, malgré ce match qui n'a pas, on va dire... un peu beaucoup pris, mais qu'il était pas mal. Il était pas mal. C'est un peu du même niveau entre l'autorité face à l'équipe des Faces, mais je lui mets un 3,5 également. Voilà. Ensuite, match pour les titres par équipe. L'équipe de Cesaro et Tyson Kidd, accompagnée par Natalya, et que Natalya, lors de cette période, elle prendra le même style vestimentaire que l'on sait tous cette période, tandis que les Usos, donc Jimmy et Jay, sont accompagnés par Naomi. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas un match à 6 contre... voilà, un match à 6 tag team mixte. J'ai failli dire une connerie, mais non. Ce n'est pas, on va dire, le but de ce match, vu comment c'est les deux équipes qui s'affrontent pour les titres, et que les champions, c'était les Usos. C'était les Usos
Donc il compte, on va dire, essayer de le conserver ou faire un excellent match. D'ailleurs, c'est un excellent match entre les deux équipes, vu comment on a deux équipes extrêmement dynamiques. De l'autre côté, une équipe aérienne et de l'autre, une équipe puissante et technique. Donc le côté aérien, c'est les Usos et le côté technique et puissant du côté de Cesaro et Tyson Kidd. Et que Cesaro essaie de se faire au moins une place et qui va ajouter des nouvelles prises dans son arsenal, notamment le sharpshooter et quelques prises techniques qu'il a en tête, mais ça reste tout de même l'un des mecs les plus bosseurs. Tandis que Tyson Kidd, également c'est un bosseur, mais ce sera ces dernières années, en 2015, qu'il aura combattu. Parce que lors d'un live event, bien sûr c'est plus tard, hein, c'est plus tard, mais il se reçoit un muscle buster de Samoa Joe. Et du coup, ça lui a failli coûter la vie, même ça lui a beaucoup coûté sa carrière aussi, à cause de cette blessure à la nuque. Et depuis l'aube, il est comme ajouté à la retraite, aussi jeune. Mais bon, même s'il nous a pas quittés, il nous manque quand même sur les rings. Hein. Tyson Kidd, vu comment c'est un sacré bosseur et quelqu'un qui respecte, on va dire, les traditions familiales des Hart au bout des ongles, même jusqu'à la fin de sa carrière. Mais par la suite, on sait bien que c'est Cesaro qui va un peu porter les couleurs de son équipe pendant pas mal d'années, jusqu'à ce que Cesaro décide de catcher à la AEW jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et que peut-être qu'on s'attendait à une victoire des Usos, mais finalement, il y a eu, je crois, une petite bagarre entre Naomi et Natalia, et ça a distrait les Usos qui se font, on va dire, pris au piège par Cesaro et Tyson Kidd, et que, si je crois bien, attendez, c'est peut-être une victoire de Tyson Kidd et Cesaro, si je crois bien, avec un swing et un kick par la suite. Ou alors avec un sharpshooter, il me semble que c'est peut-être ça. Non, c'est pas par un sharpshooter, mais il le bat, on va dire, par tombée. Donc, voilà. C'est victoire de Cesaro et Tyson Kidd, voilà. Et qu'ils deviennent les nouveaux champions par équipe. Allez, ce match-là, il était exceptionnel. Je mets un 3,40. Voilà. Et après, match des divas. Oui, la revanche de Paige face à Nikki Bella, qui est toujours accompagnée par sa sœur Brie Bella. Une qui a longtemps été traitée comme une merde, mais en vérité, c'était pour nous faire balader. Ouais. Je le dis ça, mais c'est un petit peu vrai dans ce que je dis. Et que du coup, c'est encore domination de Nikki Bella. Malgré qu'elle nous sort des bons moves, Paige, mais ça ne suffit pas. Elle va, on va dire, galérer. Ça va pas le prendre. Hein. Donc elle a du mal à choper ce titre. Hein. Et qu'elle est prête à s'énerver à n'importe quel moment. Mais que, voilà, distraction de Brie Bella. Et que je me rappelle des sainements à SmackDown, notamment qu'il avait volé ses affaires et qu'elle était obligée de mettre une robe de princesse dans la démembre des Rosebud. Donc elle était obligée de porter ça, même combattre, et qu'elle remporte même le match. Ou encore toutes les humiliations. Donc pour moi, c'est fort évident, c'est victoire de Nikki Bella, avec un coup de coude torturac, et fin du match. Avec ce match-là, 3,20. Tout simplement. Et ensuite... match pour le titre intercontinental, Bad News Barrett, anciennement Wade Barrett, contre Dean Ambrose. Oui. Alors, vu comment Dean Ambrose souhaitait avoir un match de championnat pour un titre, que ce soit intercontinental ou autre, eh bien, lui a décidé d'avoir le titre IC, donc le titre intercontinental, jusqu'à même forcer Bad News Barrett à signer le papier pour officialiser le match. Donc ça va être fait, donc il n'aura pas le choix d'affronter Dean Ambrose,
car il nous a vraiment bien régalé à cette période aussi, Dean Ambrose. Un peu comme en 2014, hein. Il nous a beaucoup, beaucoup régalé. Et que peut-être qu'on s'attendait à une victoire de Ambrose, vu comment, à force de galérer face à l'autorité, notamment essayer de battre Seth Rollins sans la moindre succès, c'est un peu normal. On va dire c'est comme une compensation, même si c'est pas fort évident, mais il le tente à chaque fois. Mais Bad News Barrett, on sait bien que c'est un dur, c'est quelqu'un qui est pas facile à manier d'une traite, et qu'il prouve du tort à Dean Ambrose, et que ça se ressent. Même si un coup, il suffit que Dean Ambrose fait le balancier et que ça arrive fort par la suite, comme un boomerang, mais que le Britannique, voilà, il est déterminé à rester champion, peut-être pour battre un record, car je ne sais plus combien de titres il en était, peut-être qu'il en était à 6 titres intercontinentaux, si je crois bien. Il essaie, on va dire, de battre le record de Chris Jericho pour 9 titres intercontinentaux. Et c'est pareil pour Chris Jericho, lui qui n'a plus jamais capturé un titre intercontinental, pour avoir 10 titres intercontinentaux. Donc ça aurait pu être possible, même s'il se vante des fois d'avoir gagné 10 titres intercontinentaux. Bien sûr, 9 du côté de la WWE et 1 du côté de la NJPW. Mais bien sûr, pour certains, ils diront, ça ne compte pas. Voilà. Mais bon, il essaie de battre le record, Bad News Barrett. Et surtout, Dean Ambrose, lui, capturer un titre. Et que si je crois bien, il va se passer un truc. Si je crois bien, Dean Ambrose, il prend le titre intercontinental et qu'il pensait pouvoir avoir l'avantage, mais que l'arbitre a repéré ce genre d'échauffourée, décide de disqualifier Dean Ambrose pour donner la victoire à Wade Barrett. Et même, je me rappelle qu'R-Truth passait son temps à voler la ceinture. Je me rappelle, il arrêtait pas de voler la ceinture de Wade Barrett. Même quand Wade Barrett il combattait, lui, il faisait quoi? Il volait la ceinture. On avait chopé le côté comique de R-Truth. Hein. Franchement, il nous faisait plaisir. Vraiment, il nous faisait plaisir énormément. Malgré pour une fin, je pense que pour la fin, j'ai peut-être raison, parce que, comme dans tous les cas, je m'en rappelle un petit peu des résultats, mais des fois, ça m'arrive de faire des erreurs. Mais allez, je dis un peu ça comme ça. Et ce match-là, je mets allez, 3,40 parce que le match était bon, malgré une fin que je déteste. Voilà. Ensuite, Rusev contre John Cena pour le titre des États-Unis. Oui, leur première confrontation entre les deux hommes forts, entre, on va dire, un bulgaro-russe et un Américain qui est prêt à défendre le drapeau, à la personne de John Cena. Donc, il veut libérer l'Amérique de l'emprise des Russes, tandis que Rusev, lui, veut dominer le terrain américain pour prouver que c'est lui la ultime menace et que personne ne l'a jamais battu jusqu'à présent. Donc, du coup, il se mesure face à John Cena. Après leur petite confrontation qu'ils ont eue au Royal Rumble lors de la promo de Cena, et que John Cena, il se dit, il va être le premier à battre Rusev. Ça va arriver, mais pas dans ce match-là, et pas dans ce pay-per-view. Même si j'ai teasé le truc un peu trop à la va-vite. Et par contre, attendez, je vais vite revenir. Donc oui, je repoursuis entre John Cena et Rusev. Vu comment c'est leur première confrontation et leur affrontement, tout le monde voyait peut-être Cena vainqueur, vu comment on connaît John Cena, il est capable de remporter un match, même entre les différentes nations, que ce soit Amérique ou Russie. On sait qu'il est prêt à tout, mais heureusement qu'il a fallu une distraction de Lana pour distraire l'arbitre, et ça permet à
Rousseff de faire un matchka kick, donc un kick simplement. Et après, ben, il renferme dans l'accolade, donc camel clutch. Mais John Cena ne va pas abandonner, mais par contre, il va perdre connaissance. Et du coup, ben, c'est défaite de John Cena par soumission technique, bien sûr, pas en le faisant abandonner. Donc, il perd le match. Et là, c'est la première fois qu'il perd le match face à Rousseff. Et après, on sait que derrière, ils vont s'affronter à Mania 31. Donc, belle victoire pour Rousseff. En tout cas, depuis sa domination et que personne n'a réussi à le battre, eh ben, il prouve qu'il peut battre les grands noms du catch. Par exemple, le Big Show, il a réussi à le battre. Mark Henry, il a réussi à le battre. N'importe quel catcheur, que ce soit, pas un big name, mais on va dire un sous-côté name, eh ben, il arrive à battre les catcheurs instinctivement en faisant réfléchir son cerveau et à prouver que c'est lui l'homme à battre. Donc voilà. Ce match-là, 3,50. J'ai adoré. J'ai adoré pour ça. Donc ça se mérite ça. Et oui, il y a la promo entre Sting et Triple H, que peut-être que j'aurais pu le citer, mais je vais quand même le dire. Triple H veut que Sting se ramène. Donc Sting, il se ramène, quoi, il ramène sa pêche. Et que là, Triple H commence, on va dire, à l'amadouer en disant que même que la WCW a péri par la WWE et que ça a forcé à le rachat. Et après, on sait que Sting, c'est le dernier rescapé. Vu comment il a échappé tentative de signature de contrat de la WWE, parce qu'on sait qu'il est parti à la TNA et qu'il va y rester 10 ans après, je crois. Je pense. Il me semble que c'est ça, mais je sais bien que qu'il a été à la TNA jusqu'à ce qu'il signe à la WWE. Et pendant longtemps, ça a été lui le premier à n'avoir jamais signé à la WWE. Maintenant, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns qui ont été les premiers à n'avoir jamais signé. Et pourtant, ils sont pas très très nombreux. Mais Sting, ça a été le premier. Jusqu'à ce jour. Hein. Et que, voilà, il disait aussi notamment les apparitions sur le network, demandation d'un DVD. Parce que oui, Sting, il a sorti 2 DVD, un Best of Sting et Into the Light, que j'ai notamment fait une review dessus. Et que, voilà, il veut l'amadouiller, même si il le faut jusqu'à le titiller. Et qu'il a même essayé d'attaquer Sting, mais Sting, il n'a pas été con. Malgré qu'il n'a pas dit un mot depuis pas mal de minutes, il riposte, il allume Triple H, donc il va l'allumer, il va dominer, jusqu'à ce que Triple H, ben, il va lui laisser une grosse droite, et qu'après il va lui dire, je t'ai donné une seule opportunité, donc je t'ai donné une seule chance, et du coup ben, il s'acharne sur Sting avec des séries de coups de poing, et même des coups de pied. Ça va, on va dire, notamment forcer Triple H à aller chercher sa meilleure amie, la massue, pour asséner un grand coup sur Sting. Mais Sting, il a prévu un truc. Oui. Il a prévu un truc. Vu comment Triple H arrive avec la massue, tandis que Sting, pendant pas mal de minutes, il avait sa batte dans son grand manteau. Et du coup, ben, il le prend un marver sur Triple H, donc il le prend par le cou avec la batte de baseball et il force Triple H à lâcher la massue. Je sais pas si j'ai dit Triple H à prendre la batte ou forcer à retirer la batte, mais non. Ça force Triple H à se débarrasser de la masse et que Sting il vise le logo de WrestleMania 31, l'air de lire je veux t'affronter à Mania 31. Et après, même pendant que Sting a le dos tourné, eh ben, Triple H cherche à attaquer, mais sauf qu'il se fait, on va dire, accueillir par un coup de batte dans le bide. Et après, Scorpion Deathlock. Et du coup, ça signe leur rivalité.
Et il y a notamment un autre segment que j'ai pas parlé, et en plus on le voit sur cette photo, Bray Wyatt dans un cercueil. Donc tout d'abord, on pensait que l'Undertaker fait son retour à Fastlane, car il est accompagné par les druides. Donc on pensait que c'était l'Undertaker dans le cercueil, mais finalement non, c'était Bray Wyatt. Un coup qui ressort du cercueil, eh ben, il explose de rire en signalant, enfin en nous disant, nous en tant que fans, que il pensait que c'était le Deadman, et qu'en vérité ce n'est pas le Deadman, c'était lui dans ce cercueil, et que c'était, on va dire, une petite provocation à l'Undertaker. Il va pas le mentionner le nom, mais il veut que l'Undertaker soit de retour pour un défi, et que peut-être pendant des semaines, eh ben, il attendra sa réponse. Et du coup, ben, c'est la fin de ce segment entre Wyatt dans un cercueil. Et maintenant, passe au main event. Oui, Roman Reigns contre Daniel Bryan. Et là, ça va être en jeu, et ça va être chaud. Le gagnant ira affronter Brock Lesnar à WrestleMania. C'est ça la stipulation. On sait bien que Roman Reigns, c'est lui le vainqueur du Royal Rumble, qu'il a l'occasion d'affronter Lesnar. Tandis que Daniel Bryan, lui qui n'a pas su remporter le Rumble, il veut rattraper, on va dire, la connerie qu'il y a eu dans ce Rumble pour peut-être avoir une chance au titre. Mais que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et pourtant, il nous sort des moves, que ce soit l'un et l'autre. Hein. Roman Reigns qui se montre beaucoup plus agressif et un peu dans le côté technique, car il sait jouer dans la manière technique. Mais faut pas trop jouer aux techniques avec Daniel Bryan, car c'est lui qui nous fait des leçons de technique à chaque fois de ses rencontres. Donc, faut pas trop jouer à la technicité. Mais après, je crois que Roman Reigns a fini de coopérer dans ce terrain-là et qu'il lui assène des coups puissants. Oui. Que ce soit des sacrés coups d'avant-bras, des coups de la corde à linge, des coups de poing. Bref, il lâche ses coups. Vraiment. Il lâche vraiment ses coups. Et qu'il ne va pas faire de cadeau à Bryan, même si Bryan ne va pas faire de cadeau non plus. Car ça n'a jamais été son intention de le faire un cadeau. Car il lui montre c'est qui le maître du ring. Tandis que Roman Reigns, ben lui, il lutte pour devenir le top guy. Et d'ailleurs, ça va être le top guy. Et que je me rappelle, lorsqu'il a tenté un Superman Punch, eh ben, il se reçoit un coup de pied dans le foie, ou un coup de pied dans les côtes. En tout cas, dans le foie ou dans les côtes, ça reste, on va dire, presque au niveau de là, quoi. Et que Daniel Bryan essaie de le faire le Yes Lock, mais que Roman Reigns ne va pas abandonner. Je crois, durant sa carrière, il n'a jamais abandonné par soumission Roman Reigns. Il me semble. À moins que... Non, j'ai peut-être un doute, mais peut-être pas qu'il a abandonné. Dans sa carrière, hein, bien sûr. Hein. Et que je me rappelle que Daniel Bryan, il fait des soumissions, mais que Roman Reigns, ben, il explose avec un powerbomb, et après, ben, les deux, ils se retrouvent au sol. Et que Roman Reigns, si je crois bien, il lui fout des claques à Bryan, tandis que Bryan, lui, donne des coups de pied de fourrin dans le museau du Big Dog. Et qu'il veut avoir le dernier mot, jusqu'au dernier coup de pied, jusqu'à ce qu'il ne répond plus. Il va avoir le dernier mot, mais Roman Reigns, ben, dur comme lui, c'est dur. Et que oui, je me rappelle des segments où les deux étaient obligés de faire équipe. Et qu'il y avait des tensions entre Roman Reigns et Daniel Bryan, alors que Roman Reigns dit haut et fort qu'il a un profond respect pour Bryan, tandis que Daniel Bryan ne respecte pas Roman Reigns parce que il voit en Roman Reigns un héros totalement bafoué par le public qui ne veulent pas. Parce que oui, il a été hué par le public, même si ils étaient hypés par le match. Et que je me rappelle, un Renini, Roman Reigns se dégage,
Tandis que quand Roman Reigns veut faire le spear, eh ben, Daniel Bryan, eh ben, il retourne la situation en faisant un petit paquet. Mais après, si je crois bien, lors d'un yes kick, il arrive de faire sonner Roman Reigns. Et c'est à ce moment-là où il décide de faire le running knee. Mais Roman Reigns, il lui prend 2 vitesses en le faisant un spear, en le découpant en 2, et il remporte le match. Donc c'est victoire de Roman Reigns, et c'est lui qui ira affronter pour de bon et pour de vrai Brock Lesnar à WrestleMania 31. Point. Et qu'après, ben, Daniel Bryan, totalement déçu de sa défaite face à Roman Reigns, il a un peu du mal à l'avaler, cette défaite. Car pour lui, on n'a qu'à dire que Roman Reigns ne mérite pas de gagner. Et pourtant, c'est un souhait de la WWE, mais que Roman Reigns, voilà, il a aussi besoin de faire ses preuves. Malgré que, faut dire, la WWE a beaucoup trop forcé avec lui. Et ça a été la plus grosse erreur de leur misérable travail dans cette industrie. Car forcer les gens à essayer de reconnaître Roman Reigns alors que ça ne prend pas. Donc ils auraient pu le faire tourner heel, mais ils l'ont pas fait. Putain. C'est là où les gens commençaient à boycotter le produit avec le tout nouveau logo de WWE. Car pour eux, le produit est pourri. Car ils ne font rien de bien. Pourtant, il y a des bons matchs, hein, mais la qualité du produit est entre moisi et un peu du bon. On va dire ça comme ça. Et que malgré tout, Daniel Bryan, il décide de serrer la main de Roman Reigns. Et ça laisse Roman Reigns tout seul à célébrer avec le public. Malgré que le public qui le eut. Voilà. Ce match en description, vu comment j'avais déjà noté dans le coffret Just Say Yes 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 de Daniel Bryan. Et que cette review est terminée. Alors pour ce qui est match bonus, avec un petit interview dans le ring bien sûr. L'essainement, promo et l'ensemble. Je lui mets un 4,5. Ouais, je lui mets un 4,5 pour ce pay-per-view là. Je ne pense pas que c'est le pire, et je ne pense pas que c'est un des tout meilleurs non plus, mais voilà, je le mets quand même ça, car je m'en rappelle lors de ce match entre Reigns et Bryan, et la plupart des matchs que j'ai vus, j'ai surkiffé. À la télévision, hein, bien sûr, c'est à la télévision que j'ai beaucoup plus aimé. Tandis que dans les DVD, c'est tout le temps Michael Cole qui prend toute la place en commentaire. Car c'est vrai qu'avant, on en avait marre de l'entendre en disant « Here comes the big dog !» ou alors « It's boss time !» Donc tout le temps comme ça. C'est vrai qu'il prenait énormément de place. Et que maintenant, heureusement qu'il s'est un peu calmé. Parce qu'il faut dire, dans les commentaires, personne n'a du repos. Car quand c'est Vince McMahon qui prend tout le contrôle, notamment en gueulant dans les oreilles des commentateurs, c'est vrai que c'est un peu comme si ils ont la voix de Vince McMahon dans leur tête. Même quand les caméras sont terminées. Enfin, même quand le show est terminé, ça leur rentre dans leur tête. Et petit à petit, c'est un peu le cas avec nous. Voilà. Donc, je crois que j'ai assez tout dit pour ce show. Et comme j'ai dit, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Et si vous avez aimé cette review et vidéo de Fastlane, faites-moi rappeler ou vous n'êtes pas obligé, voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.